Good morning, and Bonjour thank you for et joining us merci de today. vous joindre à nous My name is aujourd'hui. Tyler Je McCann, suis and I'm Tyler the McCann, Director General directeur général de l'Institut canadien de politique agroalimentaire. Before we dive into Avant de today's nous debate, plonger dans le dialogue d'aujourd'hui, I would like to acknowledge j'aimerais that souligner I'm que je joining me this joins à virtual cette discussion from discussion the west virtuelle coast depuis of l'ouest du the Québec, traditional le Anishinaabe territoire territories of traditionnel the et non cédé de la Lenape nation Algonquin. Anishinaabe-Algonquin. CAPI À recognizes the l'ICPA, nous significance reconnaissons of our l'importance relationship de with la Indigenous relation avec les communities communautés and the need autochtones to et continue la to nécessité reflect de the continuer à past réfléchir et à agir with sur the la voie present. de la réconciliation. The Russian invasion of Ukraine L'invasion de has l'Ukraine par created la Russie a créé une pressure pression on global supply accrue chains, sur les systèmes putting alimentaires mondiaux, supply and driving limitant the l'offre prices of et many faisant essential grimper goods. les prix de nombreuses However, denrées alimentaires pressure on essentielles. global food Cependant, systems la has pression also sur les been systèmes alimentaires significant, mondiaux driven by était déjà rising importante demand and en production raison de challenges l'augmentation de internationally. la demande et des problèmes de production These dans le global monde. challenges Ce require défi mondial solutions exige that des food solutions producers, locales, les producteurs restaurants, de and denrées law alimentaires find étant sustainable ways appelés à to meet trouver des moyens rising durables global de demand. répondre à la demande mondiale Global croissante. solutions must Ces work solutions together locales to doivent ensure fonctionner that this ensemble is dans le why monde CAPI entier et and c'est Farm pourquoi Foundation l'ICPA et la have come Farm together to host Foundation a se sont webinar réunis that will pour organiser explore un the webinaire qui inequities explorera les dynamiques actuelles au sein du and the système alimentaire recommended mondial et solutions examinera quelles implemented in solutions Canada politiques to peuvent make être mises en œuvre au agriculture Canada, aux affordable. États-Unis et dans le monde This entier. webinar Ce webinaire s'appuie features a également sur plusieurs collaborative années de moderation collaboration sur les between questions Farm commerciales Foundation and entre la ICPA. Farm Foundation et We'd like to l'ICPA. start by taking a few Nous allons minutes to commencer par introduce prendre both quelques instants pour présenter Canadian l'Institut Policy canadien Institute, des politiques CAPI, agroalimentaires, and the Farm ICPA et Foundation. Farm Foundation. CAPI is the place L'ICPA est where l'endroit où leaders les in chefs de Canada file de communicate, share l'agroalimentaire peuvent se insights, and réunir, test partager des ideas idées on et faire emerging avancer les policies in choses sur agriculture les and food questions policy. émergentes auxquelles est confronté le CAPI was secteur agricole et established alimentaire. 17 years L'ICPA a ago as a été national créé framework il y a 17 ans en tant que solely groupe de on réflexion farm income. nationale se concentrant After nearly 2 uniquement decades sur, later, depuis CAPI continues presque to work with sur le government secteur alimentaire. partners Aujourd'hui, près de to 2 décennies advance plus tard, solutions l'ICPA continue de that travailler enable avec des agriculture partenaires to publics et meet privés pour changing proposer des needs solutions of politiques qui Canadians permettent à and l'agriculture consumers in et la Canada. chaîne de valeur alimentaire de répondre aux To besoins bring more croissants des resilience to consommateurs du safe, Canada et dans le monde productive, entier and grâce competitive à un food système supply. alimentaire plus résilient, durable, productif, compétitif et The Farm rentable. Foundation, based in La Chicago, Farm Illinois, Foundation, is a fondée à nonprofit Chicago, working at Illinois, est une intersections of organisation à but non agriculture and society lucratif to qui address travaille à challenges l'intersection de l'agriculture et de la société encountered through afin de agricultural relever des development. défis qui affectent Farm l'ensemble de la chaîne de Foundation valeur alimentaire accelerator agricole. practical Farm solutions Foundation for est un agriculture, accélérateur de solutions pratiques accelerating pour hopes and l'agriculture, ideas into accélérer action. les gens et les idées en The vision action. of the Farm Foundation is to La build a vision system de of Farm agriculture Foundation est de outcomes that construire un benefit avenir pour our les world. agriculteurs, nos The communautés et vision notre is to monde. build trust La and mission est d'établir understanding la confiance et between la compréhension aux agriculture and intersections de society. l'agriculture et de The la Farm société. Foundation Farm accomplishes Foundation this y through parvient en s'appuyant sur nonpartisan un dialogue dialogue, objectif et non partisan information and sur training, l'information et la catalyzing formation, en education catalysant les and solutions engagement. et en créant des liens entre les agriculteurs et I la would now like société. to introduce our Je voudrais maintenant moderator, vous présenter notre Sherry modératrice pour le Rogie webinaire Fidler. d'aujourd'hui, Sherry Sherry is Rogi President Fidler. and CEO Sherry of est Farm Foundation, présidente a directrice highly générale de respected Farm leader Foundation and et executive possède plus de 25 ans d'expérience en matière de with a leadership perspective et that de spans direction au niveau diverse mondial. Elle areas of possède life, une perspective generating unique knowledge and développée grâce à knowledge son from expérience en tant que emerging propriétaire et agricultural exploitante agricole de practices. 5e génération, Founder of entrepreneuse dans le Biological secteur des Systems, aliments biologiques de marque, CEO of a fondatrice d'une company société de conseil Valley Farms. d'agrobusiness et Sherry PDG has lived through d'un groupe d'entreprises laws, au service de 1000 including London, agriculteurs. the financial Shari a crisis, vécu et travaillé à Singapore l'étranger, Boston notamment à Consulting Londres dans Group. les services financiers Sherry et à currently travers serves l'Europe as a avec le trustee for the Boston Nature Consulting Group. Conservancy and Shari est advisory boards actuellement membre du including conseil Louis d'administration de Clark The Agri Nature Fund, Conservancy the et Federal de Reserve conseils Bank of consultatifs, St. Louis. notamment le Lewis and Clark Food Agri Fund de la Federal Reserve Bank of Tyler, St. thanks so Louis. much for the invitation. Merci vraiment, Taylor, pour cette invitation d'être Really ici appreciate aujourd'hui it. It's great to et be here. j'apprécie vraiment notre collaboration continue Moderators et cela today. me fait We plaisir have d'être aujourd'hui la exceptional guests modératrice. today. Nous It avons is my pleasure to des first personnes incroyables ici introduce our aujourd'hui. Et presenter, donc, j'ai le plaisir, en fait, de vous Leanne présenter, en Jackson fait, with notre the premier Coalition for présentateur, Economic la Dr. Leanne Cooperation Jackson and de Development, l'Organisation de coopération et développement and then économique, following l'OCDE. Une fois that, que le Yann aura her planté le décor presentation, avec sa then we'll have présentation, discussion nous with aurons une our discussion avec moderators, notre panel and then d'experts. each in turn Et je vais les presenter. présenter So chacun à just leur note tour. the Donc, reminder à titre de rappel, pendant les webinaires et some of your pendant, vous questions pouvez en fait will be soumettre vos posted questions dans la on the fonction screen for the questions-réponses moderators qui to apparaît en bas de participate. votre écran et nous ferons de notre mieux pour répondre Right au now, plus grand I'll nombre be de questions introducing possibles. our Donc, je voudrais speakers. maintenant présenter une présentative pour le webinaire d'aujourd'hui, Leanne Dr. Jackson. Leanne La Jackson docteure Leanne is Jackson est la Director chef de la of division Agriculture des at échanges et des USDA. agroalimentaires à la direction des échanges de
agriculture de l'OCDE. Elle a rejoint l'OCDE en 2020 après avoir passé 6 ans à l'OMC
à l'Organisation mondiale du commerce, où son dernier poste était celui de conseillère en recherche sur les politiques alimentaires et agricoles à la division de la recherche économique et des statistiques. Avant l'OMC, la Dr Jackson a occupé divers postes de recherche, notamment en tant que chargée de recherche à l'École d'économie de l'Université d'Adelaide en Australie méridionale et en tant que chercheuse à la division de l'environnement de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Washington, aux États-Unis. Donc, sur ce, je vous cède la parole, Liane, et je vraiment attends d'entendre votre présentation aujourd'hui. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, Sherry. C'est tellement un grand plaisir d'être ici et de me joindre à ce dialogue avec toutes les personnes, en fait, qui se sont joints à nous virtuellement et aussi qui participent à ce panel. Comme Sherry l'a dit, je travaille à l'OCDE. Et donc, un peu une coupe de mots pour vous présenter en fait l'OCDE. Nous sommes une organisation internationale qui est basée à Paris. Nous avons à peu près 3000 experts politiques qui travaillent, ce sont des économistes et notamment, et notre mission, c'est de meilleures politiques pour de meilleures vies. Ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en place des données et des analyses pour les soumettre aux décideurs politiques, mais nous participons à l'organisation de réunions avec les pays clés et nos parties prenantes pour promouvoir la transformation dans la politique pour que le monde soit un endroit meilleur. Dans cette présentation, peut-être que nous pourrions afficher la présentation, tout pour vous donner une idée en fait de ce dont je voudrais vous parler. Donc, nous allons parler en fait de la complexité en fait auxquelles sont confrontés les systèmes agroalimentaires et alimentaires. Et nous allons parler aussi des perturbations avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi je vais partager certaines des données, des analyses qui ont été publiées récemment. On parle en fait des marchés des matières premières en fait à moyen terme et aussi des problématiques qui émergent quand nous demandons en fait au secteur d'intervenir quels sont les conseils politiques que l'OCDE est en train de mettre en place pour façonner un monde meilleur. Si nous pourrions aller à la prochaine diapositive. Donc, Tyler a déjà mentionné cela. Donc, avant les perturbations causées par la guerre qui a commencé cette année, nous avions déjà vu en fait de la pression en fait dans le système agricole et agroalimentaire et cela venait de plusieurs sources. Donc, que ce soit la COVID par des problèmes de logistique en raison des mesures de santé. Où nous avons aussi des problèmes d'animaux nuisibles. Nous avons eu la fièvre porcine en Afrique. Nous avons aussi une augmentation de différents entrants comme le pétrole, le gaz. Et donc, et après, avec le début de la guerre, les prix ont augmenté, mais il y avait déjà de la pression qui existait dans le secteur et cela a eu un contre-impact sur plusieurs foyers dans le monde en créant une plus grande facture de leurs dépenses à domicile. Donc, mon équipe à l'OCDE a publié un rapport qui s'intitulait Créer de meilleures politiques pour les systèmes alimentaires. Et nous sommes penchés sur le fait que les systèmes alimentaires en agriculture étaient confrontés à 3 défis. Nous attendons à ce que le secteur puisse répondre à 3 de nos besoins, donc garantir en fait la sécurité alimentaire de la population mondiale croissante. Nous voulons aussi que le secteur aussi crée des moyens de subsistance, non seulement pour les producteurs, mais aussi toutes les parties prenantes qui travaillent le long de la chaîne d'approvisionnement. Et nous essayons aussi de le faire d'une manière qui soit durable d'un point de vue environnemental. Et nous savons que l'agriculture augmente la pression environnementale, donc la plupart des dommages par rapport à la déforestation ou l'émission des gaz à effet de serre viennent en fait de la phase de production de l'agriculture, notamment la déforestation. Ce dont nous parlons dans ce rapport, c'est que les choses ne sont pas blanc ou noir. Il y a des aspects positifs par en fait d'atteindre ces objectifs, donc pour pouvoir répondre aux besoins de ce monde, mais il y a aussi des problèmes environnementaux auxquels il faut nous attaquer. Nous savons que de meilleures politiques peuvent faire une différence. Donc, le travail de mon équipe, c'était de se concentrer sur les conseils que nous pouvons donner qui nous permettra d'aller de l'avant sur ces 3 domaines de manière collective afin d'identifier des synergies et enfin d'essayer de modérer en fait les impacts négatifs qui existent. Est-ce que je pourrais avoir la prochaine diapositive?
Donc, juste une minute. Donc, pour nous parler en fait des perturbations actuelles, comme je l'ai dit au début, nous étions déjà confrontés à une situation où il y avait de la pression en fait dans le marché des matières premières agricoles et la guerre a accru ces pressions et a créé plus de préoccupations par rapport à la sécurité alimentaire. Et cela est lié en fait au schéma de commerciaux dans le monde, surtout par rapport à des aliments de base comme le blé. Donc, en fait, vous pouvez voir en fait plusieurs informations qui sont chiffrées. Donc, si vous voyez en orange, en fait, c'est les importations de blé qui viennent de la Russie et donc en bleu, les importations de blé qui viennent de l'Ukraine. Et ce que vous voyez en fait avec le losange, donc c'est en fait la partie des importations dans la consommation. Et donc, et en fait, ce que vous voyez en fait dans ces pays en fait qui dépendent en fait de l'Ukraine et de la Russie pour leur nourriture. Pour eux, c'est vraiment, cela représente une grande consommation de leur en blé. En fait, nous sommes en train d'attirer l'attention sur des pays où de 50 à 100 de leur consommation de blé vient en fait d'importation de la Russie ou de l'Ukraine. Donc, une perturbation en fait dans le commerce en provenance de ces pays va avoir un impact sur la sécurité alimentaire de ces populations vulnérables. Et c'est ce à quoi pensent beaucoup de dirigeants présentement. Donc, pour nous pencher sur cette question un peu plus, mon équipe a fait de la modélisation pour évaluer l'impact des perturbations de la guerre. Et donc, ce que cette diapositive vous montre, si vous regardez en fait à c'est une passant de 0 à 100 en fait dans la réduction en fait des exportations ukrainiennes. Donc, si les exportations ukrainiennes étaient réduites à 100 cela en fait augmenterait de 19 le prix des blés à l'international. Si nous rajoutons en fait à cela une restriction en fait des exportations de blé par la Russie, donc de 0 à 100 et donc, vous pouvez voir dans le tableau que la projection, en fait, de l'augmentation du prix, ce serait une augmentation de 34 par rapport au coût actuel. Donc, ces scénarios sont vraiment des leçons sévères qui nous indiquent à quel point le commerce doit continuer à se produire. Et donc, mettre fin à la guerre serait quelque chose de très important pour les différents foyers, en fait, qui ont besoin pour leur sécurité alimentaire qu'il y ait de pouvoir avoir accès en fait à ces importations et exportations de blé. Donc, et là, ce que vous voyez, c'est en fait un article qui représente une série de projections que nous faisons chaque année avec la FAO. Et donc, la publication s'appelle Perspectives agriculturelles. Et donc, c'est une projection sur 10 ans. Et nous essayons d'identifier à quoi ressemblera en fait la situation pour plusieurs produits de base agricoles par rapport aux tendances que nous voyons, par rapport aux productions, par rapport aux tendances. Donc, ce sont des projections qui sont basées sur la modélisation, mais aussi nous recueillons l'avis d'experts pour établir le consensus par rapport à l'avenir de ces différentes tendances actuelles et cela se passe à l'échelle mondiale. Notre objectif, c'est de comprendre ce qui se passe avec les membres de l'OCDE et les FAO donnent de la modélisation en fait pour les autres pays en fait qui sont représentés par la FAO. Nous avons des chapitres détaillés pour chaque bien de base et donc ce rapport a été publié le 29 juin 2022 et il y a un ensemble de données en fait qui expliquent ces projections. Donc, ce qui est important de comprendre à ce sujet, c'est que ce n'est pas une prévision, c'est une projection. Nous utilisons les données auxquelles nous avons accès actuellement et donc, et sur la base de notre compréhension commune, nous projetons dans l'avenir pour voir ce que cela va nous dire par rapport à la consommation et le commerce pour des produits alimentaires de base. Prochaine diapositive. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a plusieurs résultats que je pourrais partager avec vous par rapport à ces projections. Et si vous êtes curieux, je vous encouragerai à étudier cette publication, mais j'aimerais me concentrer en fait sur les résultats que nous avons eus par rapport à la consommation surtout et les projections par rapport au changement en fait de régime alimentaire et ce que nous avons vu aussi par rapport à
commerce, par rapport à la sécurité alimentaire, est-ce que cette projection nous dit par rapport au prix? Et donc, si nous regardons cette diapositive, ce que nous voyons sur cette diapositive, donc, c'est la disponibilité par tête des groupes alimentaires principaux en calories. Et donc, ce que vous voyez à gauche, vous pouvez voir en fait la moyenne mondiale. Et après, nous allons subdiviser là par catégorie de revenus. Ce que nous voyons, c'est que la disponibilité par tête va augmenter d'à peu près 4 et donc, nous voyons en fait que les aliments en fait de base et les produits animaliers représentent 40 des calories consommées. Vous pouvez voir des différences entre les différentes tranches de revenus et ce qui nous a marqué, c'est que pour certains pays, nous allons pas vraiment voir beaucoup de changements dans leur régime alimentaire. Si vous voyez complètement à droite pour les pays à faible revenu, donc c'est peut-être la catégorie de pays auxquels nous passons le plus pour les problématiques de sécurité alimentaire. Nous voyons qu'en fait, que la consommation va augmenter en fait peut-être de 5 mais cette augmentation de 5 en fait viendra dans les aliments de base. Donc, la composition de leur régime alimentaire ne va pas vraiment changer. Cela a un impact en fait sur la sécurité alimentaire, surtout si on y pense d'un point de vue nutritionnel. Et donc, mais nous voyons que pour les pays à fort revenu, nous voyons qu'en fait, la consommation va se maintenir et parce que ces populations, en fait, qui sont vieillissantes et sédentaires, donc il y a moins, en fait, de pression à augmenter à la consommation calorique par habitant. Prochaine diapositive. Voici la bonne nouvelle. Ce que nous voyons quand nous projetons sur 10 ans, c'est que nous pensons qu'il y aura en fait une intensité d'émissions de carbone qui va décroître dans la production agricole. Et donc, en bleu, c'est la croissance en fait de la production agricole et en vert, c'est la croissance dans les émissions en GES. Vous pouvez voir en fait que la production agriculturelle va augmenter plus rapidement en fait que les émissions en GES, mais malheureusement, nous voyons encore la contribution positive de l'agriculture en fait aux émissions de GES. Donc, ce qui est positif, c'est qu'on peut voir qu'en Europe et en Asie du Centre, dans la prochaine décennie, il devrait y avoir une diminution de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, ce que nous pensons, c'est qu'il y aura en fait une plus grande augmentation du rendement venant des cheptels laitiers. Et donc, le message le plus important, c'est que nous devons faire plus d'efforts si nous voulons nous assurer que l'agriculture va pouvoir contribuer afin que nous puissions atteindre nos objectifs climatiques à l'échelle internationale. Prochaine diapositive. Donc maintenant, si nous nous penchons sur le commerce, ce que nous voyons dans nos projections, c'est que le commerce va continuer à se spécialiser. Et ce que je veux dire par cela, c'est que les pays et les régions qui ont été exportateurs au cours des dernières décennies vont continuer à augmenter leur exportation. Donc, ce sera le cas pour l'Amérique latine, par exemple, l'Europe et le centre de l'Asie. De l'autre côté, il y a des pays, en fait, qui sont des pays importateurs nets au cours des dernières décennies. Et donc, nous pensons que dans les années à venir, en fait, cela va se perpétuer. Nous pensons qu'ils vont continuer à augmenter leur demande pour l'importation. Et les pays dans cette catégorie sont, par exemple, sont des pays, en fait, dans l'Afrique subsaharienne, à l'Asie du Sud et du Sud-Est. Et donc, dans cette diapositive, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris les projections, nous avons posé la question, quel est le pourcentage d'importation en fait qui est lié à la consommation de produits agricoles. Donc, si vous regardez en milieu, en fait, la diapositive pour plusieurs régions dans le monde, c'est à peu près 20 Donc, 20 des calories consommées viennent des importations, mais il y a une grande région en fait qui est le Proche-Orient et l'Afrique du Nord où c'est beaucoup plus élevé. Donc, c'est vraiment très important pour ces pays d'avoir un système commercial qui fonctionne très bien, qui soit bien régulé, qui soit transparent parce ils dépendent en fait de ces importations pour avoir la sécurité alimentaire. Donc, nous voulons nous assurer en fait que l'importation puisse vraiment passer de lieu de production de la nourriture jusqu'au lieu de consommation de cette nourriture. Prochaine diapositive.
Donc, la diapositive avec laquelle j'ai commencé la présentation, c'était les tendances de prix au cours des dernières années, mais que nous parlons en fait aux ces impacts en fait à moyen et long terme en fait sur le marché des aliments de base. C'est important de penser en fait ce qui va se passer à long terme. Et donc, nous sommes en train de capturer en fait les tendances en fait à long terme. Et donc, cela a commencé à partir des années 1960. Donc, pour le soja, le blé, le maïs, les bœufs et le porc. Et donc, vous voyez à droite, vous voyez en fait qu'il y a une augmentation légère des prix pour la période actuelle. Et donc, j'ai expliqué en fait comment ça s'est produit. Donc, c'était avant la COVID et donc c'était avant en fait les perturbations liées à la guerre. Et donc, mais si nous faisons en fait la projection en fait dans les 10 prochaines années, nous sommes en train de projeter une stabilisation continue en fait des prix à un niveau très faible. Donc, la tendance, donc même si à court terme, nous avons l'impression en fait que tout le monde pense au prix, nous devons aussi réfléchir à ce que nous avons en termes de productivité et donc comment la croissance de la productivité nous dit vis-à-vis par rapport au prix dans l'avenir. Est-ce que je pourrais passer à la prochaine diapositive? Donc, dans ce rapport, donc nous sommes penchés aussi dans ce rapport sur les perspectives, nous nous sommes posé la question pour qu'est-ce que ça prendra dans les 10 prochaines années pour nous assurer d'éliminer la faim dans le monde euh, tout en ayant une réduction en fait des émissions des GES dans l'agriculture. Donc, c'est lié en fait au triple défi que j'ai introduit au début de la présentation. Nous voulons que le secteur puisse garantir la sécurité alimentaire, mais de le faire aussi de manière qui soit durable d'un point de vue environnemental. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons établi des cibles. Nous avons en fait établi en fait un niveau de sous-nutrition et c'est comme ça que les Nations unies en fait ont établi en fait les statistiques par rapport à éliminer la faim. Nous avons essayé d'établir en fait, en termes de productivité, qu'est-ce que ça représente d'avoir une augmentation de 10 en fait dans le nombre de calories consommées en moyenne par personne et par jour dans les pays à faible revenu à revenu moyen et et aussi 30 d'augmentation en fait des calories consommées dans les pays en fait à faible revenu. Et donc, nous nous sommes posé la question, comment devrons-nous promouvoir en fait la productivité pour diminuer en fait les émissions des GES en agriculture de 6 Nous aurions besoin en fait une augmentation en fait de 28 en fait de productivité. Donc, ce serait 24 en fait dans le rendement des récoltes et 31 en fait dans la productivité des produits animaliers. Et donc, pour donner une perspective, donc l'augmentation de 24 en fait du rendement des récoltes, donc c'est 3 fois plus que ce que nous avons vu en termes d'augmentation de la productivité au cours des dernières années. Donc, il y a beaucoup plus d'efforts qui est requis dans ce domaine et nous avons en fait des conseils en fait politiques que nous allons partager à la fin de la présentation pour savoir en fait comment améliorer la productivité pour atteindre ces grands objectifs. Prochaine diapositive. Donc, un autre rapport que nous avons aussi produit dans mon directorat, c'est que nous surveillons les politiques en fait que les pays mettent en place dans des secteurs agricoles et nous mesurons en fait le soutien offert aux producteurs pour comprendre en fait quel est le support offert par un gouvernement pour maintenir les prix à un niveau plus élevé par rapport à la norme internationale sans intervention politique. Donc, une partie de ce rapport, en fait, c'est de sous-diviser, en fait, les subventions gouvernementales en plusieurs structures. Donc, je vous montre cette diapositive parce que cela vous montre, en fait, la proportion des dépenses qui est qui est allouée en fait à la valeur en fait d'agriculture. Dans cette catégorie, nous avons inclus l'investissement en innovation dans l'infrastructure, dans la biosécurité. Et vous pouvez voir en fait que ces chiffres sont très réduits comparés à dont nous avons besoin pour améliorer en fait la productivité dans l'avenir et donc par rapport aux
soutien gouvernemental, en fait, qui va pour ce genre de dépenses. Les résultats de cette année ne sont pas impressionnants parce que ce qu'on voit, c'est que donc, les chiffres que nous avions auparavant disaient qu'en la moyenne, soit 16% fin du moyen, en fait, des dépenses gouvernementales étaient dans ce domaine, mais en moyenne, en fait, dans les membres, en fait, dont nous surveillons, en fait, le budget, nous voyons qu'en fait, il y a ce soutien, en fait, à vraiment le soutien a décru financièrement, mais nous savons que cela joue un rôle crucial dans la transformation de la productivité agricole. Donc, aussi, l'investissement en fait l'investissement dans les innovations vertes ont augmenté. Nous savons que euh, nous savons en fait que ce genre d'investissement pourrait en fait réduire l'émission de GES d'ici 40%, mais nous avons eu une décroissance de ce genre d'investissement dans les dernières années. Donc, pour conclure cette présentation, voici les messages clés de ma présentation. Donc, pour que le secteur, en fait, puisse atteindre ses objectifs, nous devons vraiment accélérer vraiment une croissance de la productivité qui soit très importante. Donc, ils devront augmenter, en fait, les investissements, en fait, dans le secteur agricole en général, mais surtout dans l'innovation. Et aussi, nous avons besoin de politiques qui pensent à savoir comment euh, favorisant en fait les transferts de connaissances et de technologies d'habileté parce que nous devons assurer en fait que ce genre d'innovation puisse être vraiment adopté à plusieurs échelles quand cela est approprié, et en prenant en compte les conditions au niveau local. Nous avons aussi besoin que les décideurs politiques en fait pensent en fait à différents forfaits de politique. Donc, il faut vraiment comprendre en fait la complexité de l'interaction de ces systèmes pour mettre en place, en fait, ces différents forfaits politiques pour que tout le monde avance dans la même direction. Et une deuxième leçon très importante, c'est que nous devons avoir un système commercial qui fonctionne bien et qui soit prévisible. Et c'est vraiment très important en termes de sécurité alimentaire. C'est important, en fait, pour les marchés ouverts, notamment en réduisant, en fait, les restrictions d'exploitation parce que cela peut promouvoir la volatilité, ce qui peut avoir un impact sévère, surtout pour les plus vulnérables, mais aussi grâce à des choses comme, par exemple, euh, euh, en- tout ce qui permet en fait aux produits de traverser en fait les frontières. Nous devons investir en fait dans des mécanismes de transparence parce que ces mécanismes en fait construisent de la confiance et afin que le système soit robuste, nous devons nous assurer qu'en fait les acteurs privés et publics puissent faire confiance à la confiance à la relation qu'ils ont en s'assurant en fait que le système commercial qu'ils ont va fonctionner et ils ont besoin de cela pour savoir comment en fait investir leur temps et leurs ressources de la manière la plus efficace possible. Et aussi, nous avons besoin d'une harmonisation régulatoire et c'est très important surtout pour la question de l'innovation parce que des fois, le rythme des changements régulatoires est beaucoup plus lent que ce qui se passe dans le système privé parce que le système privé veut innover et des fois, le secteur public est un peu à la traîne. Donc, nous devons trouver des manières d'harmoniser en fait la régulation à travers plusieurs pratiques et aussi de voir comment accélérer ce processus pour que les régulations en fait gèrent la réalité. Et aussi, finalement, le dernier point, c'est que nous devons réfléchir à comment nous travaillons ensemble entre plusieurs gouvernements, entre les groupes privés publics et entre différentes parties prenantes. Et c'est vraiment grâce à la consultation, la coopération et la coordination que nous allons pouvoir mettre en place les changements institutionnels requis afin de mettre en place ces transformations importantes dont nous avons besoin. Et je pense que l'événement d'aujourd'hui contribue en fait à ce genre de conversation. Donc, merci beaucoup et j'ai vraiment hâte d'entendre en fait ce que vont dire les autres panélistes et de passer à la question-réponse. Merci beaucoup, Liane, pour ces leçons apprises et aussi pour ces données probantes qui vont réapparaître dans des discussions au fur et à mesure que nous allons avancer. Et donc, j'aimerais vraiment, en fait, votre présentation, en fait, de cette présentation de la complexité parce qu'il n'y a pas de solution aisée. J'ai vu aussi que beaucoup de bonnes questions sont en train d'être posées. Donc, nous allons pouvoir y répondre plus tôt. Donc, je veux juste à titre de rappel vous dire que vous pouvez continuer à soumettre vos questions pour un dialogue très intéressant plus tard. Donc, maintenant, je vais vous présenter en fait chacun de nos panélistes rapidement. Maintenant, je vais vous présenter, nous allons commencer avec notre premier panéliste, donc Mourad Al-Khatib. Et donc, il est président, PDG et membre du conseil d'administration d'AGT Food
and the Greens Incorporated. Mourad a fondé AGT Foods en 2001 et a transformé une start-up canadienne en une entreprise mondiale d'1 milliard de dollars de légumineuses, d'aliments de base et d'ingrédients en valeur ajoutée. Il a été nommé à plusieurs conseils d'administration dans les secteurs du commerce, de l'agroalimentaire, du développement économique, tant au Canada qu'à l'étranger. M. Mourad est un défenseur passionné de l'agriculture canadienne et s'exprime abondamment sur les possibilités et les défis auxquels est confronté le secteur agricole canadien. Et je pense qu'il va commencer, il va partager en fait quelques diapositives pour se présenter. OK, parfait, merci. Donc, je vais juste afficher cela à l'écran. Mais parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je vais donner un peu de contexte. Ce que je vais essayer de faire, c'est un peu de contextualiser comment l'Amérique du Nord joue un rôle clé par rapport à... Désolé, ma vidéo en fait était éteinte. Comment en fait l'Amérique du Nord est un point d'origine très important. Donc, en fait, je vais en fait continuer à le voir par rapport aux commentaires de Liane. Si nous regardons en fait aux cibles de production alimentaire, si nous regardons en fait aux cibles en termes de 40 ans, si nous identifions en fait opportunités, aux défis, nous devons en fait produire la même quantité de nourriture qui a été produite au cours des 10 dernières années pour les 40 prochaines années. Et donc, il y a plusieurs facteurs en jeu ici. Donc, nous avons bien sûr une population qui n'arrête pas de grandir. Donc, d'ici peut-être 9,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Et aussi, les marchés dans le monde, en fait, veulent promouvoir la durabilité et cela, surtout aussi dans des marchés moins développés. Et nous avons aussi la classe moyenne, en fait, qui n'arrête pas d'augmenter et donc qui, en fait, promeut en fait plus de consommation des personnes qui ont plus de revenus, en fait, consomment plus et consomment plus de protéines. Et c'est un des défis à l'avenir. Et donc, une des grandes opportunités, en fait, dans le Canada et dans l'agriculture, en fait, du Canada et des États-Unis, c'est vraiment notre agriculture par rotation, donc surtout dans l'ouest du Canada. Donc, je regarde le Nord-Canada, Dakota et l'ouest du Canada. Nous plantons trois importants, donc le blé, le canola et, et nous allons un système en fait continu de trois récoltes où les légumineuses jouent un rôle important. Donc, comme moi, je grandissais en fait à Davidson, Saskatchewan, à ma petite communauté de 1200 personnes. Donc, et donc, ce que nous avons maintenant aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus de rotation et nous avons en fait des récoltes en fait qui se passent dessus. Et comme en fait les légumineuses en fait permettent de figer l'azote dans le sol et donc cela permet en fait d'avoir des meilleures pratiques agricoles. Donc, toutes ces choses en fait, donc mettre en place un système agricole donc qui a une empreinte carbone et de GES et en fait, qui pourrait en fait encore s'améliorer. Donc, l'opportunité que nous avons en fait, donc quand nous regardons en fait le système agroalimentaire en fait canadien, ce sont en fait l'utilisation en fait d'aliments, de combustibles et de biomasse comme dérivés de plantes. Et notre grand défi, c'est d'augmenter la productivité, d'augmenter le rendement et l'efficacité des récoltes et aussi de réduire en fait les émissions de carbone. Donc, je vais parler de certains de nos actifs. En fait, dans le système nord-américain, nous avons beaucoup de ressources naturelles. Nous avons beaucoup de terres, beaucoup d'eau. Nous avons beaucoup de recherche et de développement. Nous avons vraiment des consommateurs qui ont très diversifiés, qui stimulent en fait le développement de produits. Nous avons vraiment plusieurs producteurs agricoles qui aiment adopter de nouvelles technologies. Nous avons vraiment un accès à des capitaux et des entrants et donc beaucoup de stabilité politique et de bonne volonté. Nous avons vraiment un secteur très fort
Nord de traitement agroalimentaire primaire et secondaire. Et donc, ce que cela veut dire qu'en fait, l'Amérique du Nord va faire partie de la solution et va pouvoir combler les lacunes en fait en sécurité alimentaire créées par plusieurs conflits, donc notamment le conflit en Ukraine. Donc, il nous faut développer en fait notre chaîne de valeur. Donc, pour l'instant, nous traitons seulement 50% en fait de notre production agricole. Donc, peut-être que l'opportunité en fait, ce serait peut-être d'exporter en fait des produits complètement qui ont été complètement transformés ou à moitié transformés. Et donc, comme Liane l'a dit, donc, ce changement va être difficile parce qu'il existe en fait des obstacles en fait en termes d'accords commerciaux. Donc, nous avons des accords avec l'Union européenne et d'autres régions, mais nous ne les mettons pas en œuvre. Et donc, et les obstacles régulatoires en fait sont vraiment un fourreau en fait pour les pays, pour les compagnies agro-agricoles pour passer à l'échelle et pour rejoindre de plus grands marchés. Et donc, le grand changement que nous allons voir, ce sont les capacités technologiques et comment la technologie va changer en fait les exportations agroalimentaires dans les prochaines 20 années. Et c'est vraiment une opportunité générationnelle. Le fait de pouvoir utiliser en fait la recueil de données, l'Internet des choses et de pouvoir utiliser toutes ces technologies pour pouvoir augmenter en fait le rendement, réduire l'utilisation de pesticides et donc la possibilité en fait de faire le suivi de notre progrès et de pouvoir comprendre en fait de pouvoir vraiment capturer en fait toute cette information est une opportunité. Cela nous permettra en fait d'atteindre nos objectifs et aussi à promouvoir notre production et de répondre de plus en plus à cette demande croissante. Donc, certaines choses que nous faisons en fait dans notre entreprise, c'est que maintenant nous prenons des légumes, légumineuses, donc les lentilles ou les pois chiches et nous avons mis en place une initiative, en fait, qui rajoute de la valeur ajoutée. Et donc, nous allons retirer, en fait, les diviser en dans plusieurs composantes, que ce soit les protéines ou que ce soit, euh, donc, tout ce qui est féculent. Et donc, nous savons en fait que dans le monde, les déficiences que nous avons identifiées, en fait, c'est des déficiences en fait en protéines. Ce que nous avons fait, c'est nous avons pris chacun des composantes de ce qui était fractionné de ces légumineuses et afin de pouvoir répondre, afin de combler ces lacunes alimentaires. Donc, une grande partie de notre entreprise, c'est vraiment de produire des protéines en fait dérivées des plantes afin de répondre en fait aux besoins dans la population mondiale et avec des profils environnementaux qui sont plus favorables à l'environnement. Et donc, les protéines, en fait, dérivées des plantes font partie de la solution. Et donc, dans un pays, en fait, dans l'Amérique du Nord, en fait, consommer des produits dérivés des plantes, en fait, n'est pas habituel, mais dans la plupart des régions du monde, en fait, c'est la grande source de protéines. Donc, répondre à cette demande croissante de la population avec l'augmentation des revenus en utilisant en fait des récoltes en fait qui nous permettent en fait d'offrir des produits dérivés des plantes. Je pense que c'est une grande opportunité. Donc, je pense quand je regarde en fait l'agriculture en fait dans l'économie en fait post-COVID et je pense que ce qui est vrai pour le Canada est vrai pour l'Amérique du Nord. Nous devons vraiment améliorer notre infrastructure. Nous avons un grand territoire en Amérique du Nord, et donc que ce, et donc, comme nous avons accès en fait des territoires en fait qui ne sont pas accessibles en fait aux inondations, nous les gouvernements en fait doivent pouvoir tirer parti en fait de la numérisation en fait de l'agriculture afin de répondre en fait à cette demande croissante. Nous avons besoin de régulations agiles. Nous devons en fait reformer notre main d'œuvre et nous devrons engager des groupes sous-représentés dans notre agriculture. Donc les femmes, les jeunes et les Premières Nations sont nos priorités pour identifier la main de travail et la main d'œuvre et aussi le talent pour pouvoir répondre à besoins. Nous devons vraiment, vraiment engager ces personnes. Nous croyons vraiment que l'agriculture a le potentiel vraiment de s'attaquer à la décarbonisation en fait de cette nouvelle économie, que ce soit la combinaison
de protéines dérivées des plantes ou que ce soit la capacité en fait de transformer en fait des sous-produits alimentaires en fait en comestibles. Ce sont des opportunités qui font que l'Amérique du Nord peut vraiment jouer un rôle clé pour nourrir le monde et que nous regardons les opportunités en fait dans l'ouest du Canada et aussi dans le nord des États-Unis. Il y a une opportunité où nous prévoyons en fait que la production agricole pourrait augmenter de 10 à 20 millions de tonnes. Et c'est un chiffre de nourriture que s'il pouvait se rendre en fait dans le marché, cela pourra changer la situation en termes de combler certaines des lacunes qui existent, la sécurité alimentaire et donc et le renforcement en fait des chaînes d'approvisionnement doivent être une priorité. Le gouvernement doit le monde vraiment regarde l'inflammation en fait alimentaire et je pense que nous avons arrêté d'étudier ça au cours des 5 dernières années. Le système agricole dans le monde a été pris pour acquis comme si cela continuait à exister. L'Amérique du Nord doit jouer un rôle crucial dans la conversation autour de la sécurité alimentaire. Et donc, je pense que nous devons nous positionner dans le monde qui permettra à cette région de garder son influence, mais aussi d'être un de contribuer grandement à des solutions, en fait, à la crise alimentaire. Et donc, je veux que nous reconnaissions tout que le groupe que Léane et son groupe font pour quantifier la durabilité, la réduction des gaz à effet de serre, ce sont tout ça, l'ESG, tous ces éléments, en fait, prendre en compte en fait l'environnement, les événements sociaux et la gouvernance, c'est des choses qui sont importantes à le faire. Donc, non seulement parce que c'est important, mais c'est quelque chose qui est exigé en fait par nos consommateurs, par nos employeurs et aussi par des investisseurs intelligents. Et donc, toutes les personnes qui n'intègrent pas ça à leur stratégie ne vont pas survivre. Nous sommes ici pour nourrir le monde de notre entreprise. Nous essayons d'utiliser cette tendance pour faire un impact dans la manière dont nous considérons notre entreprise. Donc, en conclusion, il y a vraiment une course à la protéine internationale et donc le Canada et les États-Unis ont un rôle très important à jouer pour vraiment réagir, répondre à ce besoin. Il y a des nouveaux marchés qui existent et la création de valeur va venir d'entreprises en fait qui sont impliquées dans plusieurs niveaux de la chaîne de valeur. Donc, ce n'est pas juste une question de production, mais c'est aussi le traitement de la transformation, mais aussi la distribution pour s'assurer en fait que les produits répondent aux besoins des personnes qui ont le plus besoin de ce produit dans le monde. Donc, je vais arrêter mes commentaires ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mourad. Mais je pense que tu apportes en fait une perspective unique en tant que transformateur agroalimentaire. Donc, je pense que nous allons retourner à ça à la période de questions-réponses. Donc, à titre de rappel, continuez à poser vos questions dans la section questions-réponses. Donc, mais pour l'instant, je voudrais passer la parole à notre prochain panéliste. Donc, après des décennies de rôles multiples en faveur de l'agriculture au niveau local, étatique, national et international, Keith Tom a été nommé ambassadeur des États-Unis auprès des agences des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture basée à Rome en 2019. Tom est président de la famille Tom d'entreprises agroalimentaires, Tom Farms, CRSR et Tom Family Farmland Holdings. L'ambassadeur Tom a travaillé et siégé au conseil d'administration de diverses organisations, notamment le Forum pour l'Amérique et le monde, Farmers Feeding the World, the Farm Foundation, the Farm Journal Foundation, l'Indiana Economic Development Corporation, la Chambre de commerce de l'Indiana, le département de l'agriculture de l'État de l'Indiana et les fondations nationales 4H et FFA. Et donc, comme nous avons mentionné brièvement, donc, il est lié à Farm Foundation. Nous sommes tellement contents de savoir qu'il est conscient en fait de la table ronde en fait de Farm Foundation qui regroupe en fait des leaders importants et des gens de changement aussi. Donc, la parole est à toi pour présenter en fait tes, tes réflexions. Donc, merci en fait pour cette présentation et merci aussi à l'ICPA d'avoir organisé en fait cette conversation en fait les politiques agricoles et en fait les défis globaux et les solutions locales. Donc, au cours des dernières années, les nations du monde ont réagi à une pandémie globale. Dans plusieurs cas, les gouvernements ont essayé de stimuler leur économie avec des subventions à large échelle et ont créé un environnement
ou avec trop d'argent qui recherchait trop peu de produits. Et donc, cela a amené de l'inflation. Donc, plusieurs nations ont réagi en érigeant des politiques énergétiques, ont essayé en fait de devenir vertes à un rythme beaucoup plus rapide que ce qui peut être possible grâce à des infractions ou des infrastructures au fait des consommateurs. Et cela a augmenté en fait une inflation en fait des prix du secteur de l'énergie. Et donc, cela vient en fait du fait en fait que les décideurs politiques n'ont pas compris en fait l'impact en fait des politiques qu'ils mettent en place. Donc, donc, plusieurs évaluations actuelles. Et donc, en fait, l'USDA en fait a mis en œuvre une étude en fait qui montre en fait que la production pourrait à ce rythme actuel décroître de 11 et les prix pourraient augmenter de 80 Donc, nous savons que nous devons être aussi responsables pour nettoyer l'environnement, que ce soit nos rivières, nos émissions de carbone. Nous devons réduire notre utilisation en fait d'engrais et d'augmenter la productivité en même temps parce qu'une chose qui est certaine, et donc c'est quelque chose que j'ai marqué dans le monde, il y a une connexion directe entre la sécurité alimentaire et la sécurité nationale et la sécurité de nos alliés et de nos amis dans le monde. Nous devons donc nous assurer de continuer à gagner de la productivité, comme cela a été mentionné par Liane et Mourad dans certains de leurs commentaires. Donc, une chose qui est certaine, c'est que au cours des 50 dernières années, nous avons globalisé en fait nos chaînes d'approvisionnement avec certaines nations qui ne sont pas nos amis, qui ne deviendront jamais nos amis. Nous voyons en fait comment la nourriture peut devenir en fait une arme de guerre. Nous créons un compromis quand nous voulons en fait promouvoir notre prospérité à court terme au lieu de penser à notre sécurité à long terme. Donc, dans nos interactions avec la Chine, nous devons demander en fait quelles sont les chaînes d'approvisionnement qui peuvent être rapatriées à des pays comme les États-Unis ou le Canada. Et donc maintenant, avec la guerre que la Russie a déclarée contre l'Ukraine, nous voyons en fait comment cela a un impact sur la vie de 42 millions de personnes en Ukraine et cela aussi a réduit en fait par 60 millions de tonnes métriques l'exportation de l'Ukraine. Donc, notre dicton, comme moi j'étais l'ambassadeur, c'est que ce qui est le plus cher est toujours moins cher qu'une guerre. Et donc, quels sont les impacts en fait à court et à long terme? Donc, c'est le coût de la nourriture et l'accès à la nourriture. Et donc, cela a un plus grand impact sur les personnes qui peuvent moins se permettre de cela. Donc, le FAO, en fait, nourrit 300 millions de personnes et il y a plusieurs millions de ces personnes, en fait, sont sur le seuil de la famine. Et donc, je veux rajouter aussi que à peu près 70 en fait, de la famine dans le monde, en fait, est une création humaine et est liée, en fait, à des conflits qui se retrouvent en Somalie, au Niger, en Éthiopie, au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous nourrissons à peu près 40 millions de personnes au Yémen et qui est l'intervention en fait de réduction de la faim la plus longue dans le monde ou dans des pays comme l'Afghanistan. Nous voyons une croissance incroyable depuis la famine depuis 2021. Et les coûts de production et l'accès au Congrès vraiment n'ont pas augmenté. Et en fait, il y a des sections en plus sans fait de la Biélorussie, donc cela veut dire qu'il y a une décroissance dans la productivité et donc pour les producteurs en fait de l'Afrique de l'Est disent qu'ils ne peuvent pas se permettre en fait d'utiliser des engrais et c'est un continent qui souffre déjà de la faim. Donc sans ces aliments de base, sans nutriments en fait dérivés des plantes, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc la production en fait de l'Ukraine en nourriture ne va pas retrouver n'a pas retrouvé son niveau normal, en fait, ça fait pas mal de temps. Et certains des agriculteurs, en fait, ukrainiens ont dit, après cette saison, nous allons arrêter, nous allons déménager en tant que producteur agricole même. Je ne sais pas, en fait, je sais qu'ils vivent, en fait, pour l'accès au crédit de l'accès, en fait, aussi ont besoin, en fait, que ce soit les combustibles, les engrais, que les tracteurs. Et donc, nous sommes en train de travailler avec plusieurs organisations du secteur privé pour que vraiment les céréales en fait sortent de l'Ukraine parce que si nous n'arrivons pas à le faire, nous savons en fait que ces producteurs agricoles n'auront pas la capacité en fait de financer et d'investir en fait pour la récolte prochaine, pour l'année prochaine et cela aura un
impact désastreux sur la situation alimentaire mondiale. Et donc, nous sommes en train maintenant de nous acheminer vers une récession économique. Donc, quelles sont certaines des solutions possibles? Nous devons nous assurer d'avoir des régulations qui sont mises en place par des agences gouvernementales qui promeuvent des chaînes d'approvisionnement durables et résilientes, surtout dans le domaine agricole. Et le monde vraiment dépend de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud en termes de stabilité. Donc, il est temps de rapatrier ces chaînes d'approvisionnement dans des produits, dans des pays amis pour pouvoir garantir cette sécurité alimentaire. Aussi, il faut impliquer le secteur privé et travailler avec l'Organisation des Nations Unies qui permettra en fait au secteur privé d'investir dans le monde en développement. C'est quelque chose qui se passe présentement et c'est vraiment incroyable de voir ce qui se passe en Afrique par rapport au fait de construire en fait ce système alimentaire aux États-Unis. Ici, nous devons nous assurer vraiment de bien représenter l'agriculture. Nous avons plusieurs membres du Sénat, plusieurs membres du comité d'agriculteurs. Ils ont besoin de notre information pour façonner les politiques pour l'agriculture américaine continue à grandir et afin de répondre à la demande globale. Et l'opportunité, c'est que nous avons des personnes qui nous devons nourrir, que nous devons habiller, à qui nous devons de l'énergie. Donc, des pays comme les États-Unis, nos pays alliés comme le Canada joueront un rôle croissant pour établir un système alimentaire très fort, qui soit résilient, quelles que soient les conditions. Encore une fois, merci pour cette opportunité aujourd'hui. Et donc, j'ai vraiment hâte à cette conversation. Merci vraiment beaucoup, Kip. J'espère que dans le temps de questions-réponses, nous aurons le temps, en fait, d'en apprendre plus sur pourquoi tu es enthousiaste par rapport aux transformations en Afrique. Je trouve que ces conversations continuent. Finalement, je voudrais présenter, en fait, notre dernier panéliste, Rick White. Rick White s'est joint à la Canadian Canola Growers Association en 2003 à titre de directeur de l'élaboration des politiques qui a été promu au poste de chef de la direction en 2008. Il est actuellement président du Conseil des grains du Canada et coprésident de l'industrie de la table ronde fédérale sur la chaîne de valeur des grains. Rick est maintenant ancien président du Réseau alimentaire international et ancien président du mécanisme du secteur privé auprès du Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations unies à Rome. Cela étant dit, je vais passer la parole à Rick pour quelques paroles de présentation. Merci beaucoup, Sherry. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être ici avec ce groupe incroyable pour participer à une conversation incroyable. Donc, quand j'ai étudié en fait l'objectif de ce webinaire qui s'appelait Agriculture, sécurité nationale, donc défis globaux et solutions locales. Donc, moi, j'ai ressenti le besoin en fait de parler en fait des défis globaux et beaucoup de ce que j'ai à dire en fait va en fait amplifier ou dupliquer en fait ce que Léane a dit auparavant. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense que nous sommes tous d'accord. Mais j'aimerais d'abord commencer en vous parlant en fait des défis globaux. Donc, la durabilité en fait environnementale, donc c'est un défi en fait qui continue et qui devient de plus en plus prévalente au cours des années dernières et en fait que récemment nous avons eu la pandémie qui a vraiment choqué le monde et finalement il y a la guerre en Ukraine et pendant tout cela nous avions déjà en fait de la sécurité alimentaire avant ces défis globaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et je pense que l'insécurité alimentaire était encore plus importante pour des pays, des populations à risque parce que la situation était mauvaise. Nous avions ce problème auparavant, mais c'est vraiment empiré à cause des défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, pour parler du climat et de la durabilité, en fait, d'un point de vue international, et pour parler de certaines institutions que je connais ou avec lesquelles j'ai interagi au cours des dernières années, la première chose, ce serait donc les objectifs durables, en fait, des Nations unies. Je pense que donc, dans cette conversation, en fait, sur la durabilité globale, en fait, et les changements climatiques. Et donc, moi, j'aborde cela, en fait, du point de vue de l'industrie agricole et aussi par rapport au SDG. Donc, et donc, il y en a 17 qui nous permettraient de façonner un avenir meilleur pour tout le monde. Et donc, ces objectifs globaux de développement ont été développés en fait en 2016. Et nous sommes censés les atteindre en 2030 et en fait, ça, c'est sous peu. Je pense que c'est Liane qui a mentionné que
un de ces objectifs, donc un des objectifs en fait, c'est de réduire la pauvreté et deuxième, un autre but c'est d'éliminer la faim et les autres objectifs en fait sont liés à l'agriculture et certains ne le sont pas. Mais l'agriculture en fait vit l'impact en fait de plusieurs de ces objectifs et donc je ne vais pas aller plus loin, mais je veux dire qu'il y a des objectifs en fait en termes de durabilité. L'objectif c'est en 2030 et apparemment nous n'allons pas pouvoir atteindre ces objectifs à la date d'échéance. Donc l'ONU a mis en place un sommet en fait du sommet alimentaire et donc parce que 2030 approche et donc il y a beaucoup de corrélations ont émergé en fait à l'échelle de la planète et continuent d'émerger à l'heure où nous sommes en train de parler. Est-ce qu'il y a des actions? Oui, il y en a, mais est-ce que c'est suffisant? Non, mais le processus est concentré sur cette durabilité aussi. Donc, par rapport à la sécurité alimentaire, sur la guerre en Ukraine. Et donc, ça me rappelle en fait de ce sommet en fait de l'ONU, en fait. Et donc, ce qui et en fait, c'est quelque chose, je veux rallumer en fait à votre attention sur une structure très importante en fait de l'ONU et donc en fait sur les mécanismes en fait du secteur privé en fait par rapport à la sécurité alimentaire et donc plus récemment en réponse à la guerre en Ukraine, il y a un groupe de réponse aux crises internationales qui était créé en fait par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, qui a des réunions hebdomadaires avec trois groupes, un sur la nourriture, un sur l'énergie et un sur les finances, pour avoir de l'information et des données à jour sur ce qui se passe avec les crises alimentaires qui découlent de la guerre et qui essaient en fait de pouvoir prendre des décisions appropriées du point de vue de l'ONU. Donc maintenant, pour parler en fait à des manières plus durables en fait de répondre à cette demande internationale, c'est très clair et mes collègues l'ont déjà mentionné en fait, c'est que la demande pour la nourriture, l'alimentation va continuer à augmenter. Donc, ça veut dire que la production doit continuer à augmenter. Nous devons le faire de manière durable. Nous savons tous que nous ne pouvons pas trouver des courts-circuits pour la réussite. Nous ne pouvons pas juste nous ne pouvons pas en fait réduire en fait des pratiques qui augmentent la production. Nous attendons à ce que la production augmente. Donc, nous ne devons pas trouver des courts-circuits. En fait, la réussite, nous devons aller de l'avant de manière plus durable. Donc, de mon point de vue, nous avons vraiment besoin d'aller au-delà des idéologies pour mettre en place des actions significatives. J'ai passé tellement de mon temps dans des processus de l'ONU à discuter des idéologies et cela, en fait, est devenu un obstacle en fait, à la collaboration et des actions significatives. Nous devons vraiment passer au-delà de cela. Nous devons vraiment commencer à nous attaquer à ce changement climatique, nous attaquer à la durabilité est encore plus importante. Nous devons relever le défi de nourrir le monde. Et pour faire ça, nous devons faire de l'innovation. Il n'y a pas une approche politique unique pour tout le monde. Les pays et les agriculteurs doivent identifier les outils, les techniques, les technologies, les innovations qui vont correspondre à leur environnement, à leur climat et à leur contexte régional et local. Et c'est critique que ces outils et ces technologies vraiment soient adoptés dans le marché et surtout dans les mains d'agriculteurs afin d'avoir des approches collaboratives et durables. Il y a beaucoup d'outils technologiques et je veux juste mentionner quelques initiatives qui ne sont pas neuves. Donc, il y a la conversation en fait sur l'agriculture régénératrice, l'agriculture intelligente, les biotechnologies, les innovations en termes d'hybridation végétale. Et il y a beaucoup d'innovations comme ça qui peuvent vraiment donner de bons résultats si nous nous concentrons là-dessus. Et il y en a d'autres que je n'ai pas mentionné non plus. Et bien sûr, l'agriculture joue un rôle important dans la durabilité environnementale à travers des pratiques agricoles qui continuent à améliorer la terre, l'eau et aussi la santé des plantes et des animaux. Donc, l'agriculture contribue à la biodiversité, à sa protection et à son amélioration. Donc, les meilleures pratiques de gestion, le recyclage, une meilleure utilisation en fait des produits dérivés et aussi en créant une économie plus circulaire. Donc l'utilisation la plus durable de notre terre, en fait,
devrait nous permettre de nourrir presque 9,5 milliards de personnes dès 2030. Mais moi, je suis optimiste. Je pense que l'agriculture puisse, d'un point de vue durable, nourrir la population mondiale. Mais pour faire cela, il va falloir utiliser en fait des investissements stratégiques et de futures innovations. Et le Canada et les États-Unis sont bien positionnés pour être en première ligne de ces innovations. Mais il nous faut augmenter notre production agricole pour répondre à la demande croissante. Et à mon avis, cela veut dire un accès stratégique à des intrants, deux, une meilleure infrastructure pour acheminer les produits vers des clients locaux et internationaux et aussi d'avoir des accords commerciaux de libre-échange. Donc, le commerce de libre-échange permet d'avoir une bonne chaîne d'approvisionnement, une plus grande diversité et qui va réduire en fait l'insécurité alimentaire. Tous les pays, en fait, doivent enlever les obstacles au libre-échange et les pays qui ont besoin de la nourriture devraient, en fait, pouvoir apporter la nourriture, quelles que soient les technologies qui sont utilisées. Donc, parce que c'est la nourriture qui nourrit les gens. Et aussi, la sécurité alimentaire joue un rôle très important. Et donc, il est important de mettre en place des normes établies sur des données probantes et cela doit jouer un rôle important, en fait, dans l'élaboration de ces politiques. Quand c'est en fait des politiques, nous avons besoin pour vraiment faire notre part pour pouvoir augmenter notre production de manière durable. Donc, quelques idées pour lancer la conversation des infrastructures, surtout en fait l'infrastructure ferroviaire, surtout aussi les autoroutes. Nous avons besoin en fait d'une planification à long terme et aussi le secteur privé et le gouvernement doivent faire cela en partenariat. Nous avons besoin de meilleures collectes de données et des pratiques de mesures sur la production, le sol, les émissions et donc pas juste au niveau des fermes, mais aussi au niveau des chaînes de valeur ajoutée d'approvisionnement. Et aussi, dans sa présentation, Mourad a mentionné cela et cela jouera un rôle important dans les données que nous allons acquérir, l'innovation et la science des récoltes. Et donc, le développement des semences euh, qui puissent vraiment résister en fait au changement climatique, aux différents animaux nuisibles. Donc, qu'il y a une plus grande valeur nutritive. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en biologie et en recherche biochimique et donc, pour développer en fait des plantes et en fait les récoltes. Et nous devons aussi continuer à mettre en place des produits innovateurs pour protéger les récoltes. C'est vraiment un domaine dans lequel nous devons en fait mettre des choses en place pour augmenter la production. Nous avons vraiment adopté en fait une approche basée sur la science parce que c'est critique et nos décideurs doivent vraiment innover en fait leur processus pour éliminer en fait les lourdeurs administratives et faciliter les approbations en fait. Et nous avons besoin de leur travail des décideurs et donc parce que pour avoir de la régulation, mais souvent, le procédé est un peu long. Nous avons vraiment besoin d'engrais, en fait, qui soient verts et nous avons besoin, en fait, nous avons vraiment nettoyé, en fait, nos engrais et les agriculteurs, en fait, doivent aussi maximiser leur utilisation des engrais. Et donc, quelqu'un a mentionné en fait du personnel vraiment formé et technique. Et donc, cela va promouvoir aussi l'innovation et à long terme, nous devons transformer l'agriculture aussi. Donc, pour utiliser des sources d'énergie qui soient aussi vertes, y compris sur la ferme, ce sont des biocombustibles, c'est l'entreposage, c'est la source de l'électricité, l'entreposage de l'électricité. Donc, je ne sais pas c'est quoi que ça va prendre, mais nous devons penser à tous ces éléments parce que le, la, la consommation de combustible fossile, vraiment, donc c'est quelque chose qui devait changer et donc si nous devons devenir plus durables, nous devons trouver de nouvelles sources d'énergie dans les fermes et aussi dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, quel que soit ce que nous devons faire, les agriculteurs doivent être engagés par rapport à la gestion en fait de l'air, de la terre et de l'eau sur la terre
Et donc, la durabilité économique est aussi importante, en fait, que la durabilité environnementale. Et nous devons nous rappeler, en fait, que la durabilité, en fait, est une chaise à 3 pieds. Donc, je pense que j'ai partagé des choses qui sont liées à ce que Sherry a déjà dit. Donc, je vais arrêter là et je vous passe la parole, Sherry. Donc, très rapidement, je vais passer en fait la parole aux questions en fait, posées par le public, mais je vais donner en fait aux panélistes la chance de réagir et de répondre à ce que vous allez dire. Donc, euh, donc, je vais peut-être demander la parole à Liane parce que j'ai vu que là, en fait, tes réactions faciales étaient incroyables, Liane. Donc, je vais te donner la parole. Donc, il y a tellement c'est tellement incroyable de voir comment en fait les différentes pièces s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, moi, en fait, souvent, quand je pense à la question, j'ai pensé en tant que décideur politique. Mais donc, je pense souvent à la perspective en fait d'action gouvernementale. Je pense que c'est important en fait que le gouvernement travaille mieux afin qu'il vraiment inclut ses expertises. Donc, moi, je travaille en agriculture. Nous allons avoir une réunion en novembre, en fait, de différentes ministres de l'agriculture et la thématique, ça va être le changement climatique. Donc, nous avons besoin aussi que les ministres de l'Environnement aussi s'intéressent à ce qui se passe. C'est aussi la question de l'infrastructure. Donc, peut-être que ce n'est pas juste limité, en fait, aux compétences ou au portefeuille des ministres de l'Agriculture, mais il y a encore d'autres ministères, en fait, qui devraient être impliqués. Donc, je pense que c'est important de travailler entre différents silos, peut-être d'éliminer les silos. Et donc, d'autres réponses rapides avant de passer à la session de questions et réponses. Bon, parfait. Donc, je veux dire, en tant qu'agricultrice, moi, j'ai en fait un parti pris en fait pour l'optimisme et en fait pour les changements. Et donc, je dois dire que la question en fait de la sécurité alimentaire, je trouve ça que c'est vraiment un grand défi de voir la tâche qui nous attend. Et je me pose la question, est-ce que c'est suffisant ce que nous sommes en train de faire, et surtout après que l'IAN ait partagé certaines des données. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'identifier un peu plus les solutions dont vous avez parlé. Donc, qu'est-ce qui doit être fait en fait pour promouvoir certaines des solutions. Mais donc, je veux aussi mentionner certaines des questions du public. Et donc, est-ce que nous devrions viser à plus d'autonomie alimentaire? Ce qui se passe souvent, c'est que souvent, quand c'est juste, en fait, la concurrence celle qui est promue, en fait, tout d'un coup, l'importation devient, en fait, une solution. Est-ce qu'on devrait, en fait, promouvoir plus l'autonomie alimentaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'attaquer à ça? C'est une excellente question. C'est une question qui a été posée à plusieurs reprises auparavant. Quand on parle en fait d'autonomie alimentaire, ça dépend de quoi nous sommes en train de parler. Donc, moi, ce que je promeux, surtout pour les populations à risque, et j'encourage en fait, le libre-échange entre différents pays, et pas pour remplacer la production locale du tout, mais pour exister en fait à côté, en fait, de la production locale, parce que je sais qu'en tant que fermier, si en fait la grêle frappe ma ferme. Et si je suis la personne, en fait, moi, je suis responsable de nourrir les personnes autour de moi. Donc, les gens vont vivre la faim. Et donc, pour créer plus de stabilité, c'est important d'intégrer, en fait, l'importation pour non seulement avoir les calories nécessaires par personne, mais aussi, donc, nous savons qu'il y a de la place pour ces deux tendances en Amérique du Nord. Donc, moi, en Amérique du Nord, moi, je vais en fait au marché fermier, en fait, toutes les semaines. Je vais au supermarché plusieurs semaines. Et donc, ce que je fais, c'est que je soutiens les deux et j'obtiens en fait la diversité, la nutrition, toute la nutrition dont j'ai besoin. Je pense que cela permet en fait, si on dépend juste sur la production locale, si on veut juste l'autonomie en fait alimentaire, et en fait, on se rend plus vulnérable en fait aux catastrophes naturelles, et donc cela peut causer la faim chez les gens. Donc, la diversification est une stratégie de gestion du risque. Et donc, le libre-échange peut être une bonne chose, et tant que les gens, la compétition
ne veut pas dire en fait écraser en fait la production locale. Donc, il faut trouver un moyen en fait de mettre les deux. Donc, les meilleurs de deux mondes en fait sont possibles. Donc, je vois que Keep une réaction. Et donc, absolument. Et donc, j'apprécie vraiment en fait ce que Liane a partagé. Donc, je regardais en fait l'OCDE, je regardais euh, en fait toutes les importations en fait qui doivent être envoyées vers l'Afrique. Et donc, et nous pensons que c'est vraiment là nous pouvons avoir un impact. Nous savons que les 54 nations, en fait, au sein de l'Afrique, en fait, vivent de l'insécurité alimentaire. Et donc, je pense que ça a été un échec, en fait, d'organisation et, en fait, de société, en fait, et donc, de ne pas avoir donné l'accès aux outils nécessaires pour augmenter, en fait, la productivité, en fait, dans le continent, afin qu'ils puissent se nourrir eux-mêmes. Donc, on voit, par exemple, le pays du Nigeria, par exemple. Et donc, je pense que ça va être le troisième pays le plus grand en fait dans le monde d'ici 2050 et nous savons que nous devons en fait faire mieux et je pense que nous devons faire notre travail pour nous assurer en fait que le commerce international en fait ou alors que les subventions gouvernementales n'aient pas un impact négatif sur les personnes dans les pays en développement parce qu'ils devront avoir en fait des augmentations en fait dans cette productivité et donc nous devons vraiment réduire la pauvreté qui vient avec le fait d'avoir une économie croissante. Donc, je suis encouragée, j'ai vraiment hâte de voir ça, comment ça va se passer dans le continent en Afrique, mais c'est le secteur public qui va faire les investissements pour que cela soit possible. Merci. Merci, Kim. Donc, je vois qu'il y a plus de questions, donc je pense que nous allons continuer à nous pencher sur des questions. Donc, euh, moi, j'ai en fait regroupé plusieurs questions en une. Donc, peut-être la première que tu as vue disait, et donc, il y avait des articles de journaux qui disent que la Chine peut seulement produire 60 à 65 des calories, en fait, besoin pour la population. Mais dans l'étude, vous dites que l'Asie importe seulement 20 des calories. Donc, pourquoi cet écart? Donc, en fait, dans cette diapositive, en fait, les chiffres étaient pour l'Asie du Sud et du Sud-Est. Pour la Chine, en fait, en général, le problème, c'est qu'ils importent beaucoup pour, en fait, la production de produits animaliers. Ben, ils exportent beaucoup de fruits et de légumes. Et j'oublie, en fait, le troisième. Donc, il y a cet équilibre entre les différents paniers, en fait, d'importation et d'exportation. Une donnée, en fait, montre que qui produisent jusqu'à 90 de ceux dont ils ont besoin, en fait, de ceux dont ils consomment. Et ils importent en fait 10. Mais donc, je veux juste en fait dire que la Chine n'était pas inclue dans les régions en fait qui étaient présentées dans ces diapositives. Et aussi, Liane, c'est la même chose. Peut-être que tu as vu cette question. Le Florian, donc si les cibles en fait de croissance et productivité ne sont pas atteints, est-ce que les prévisions de prix vont en fait seront valides? Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous voyons les tendances actuelles et nous faisons des projections par rapport d'ici 10 ans basées sur ce que nous voyons maintenant. Donc, les scénarios que nous avons utilisés, c'était quel était l'effort nécessaire que nous devons faire. C'est que si nous ne faisons rien, notre projection, en fait, de prix, en fait, va être atteinte, mais nous n'allons pas atteindre notre objectif qui est en fait d'éliminer la faim et nous n'allons pas trouver de manière pour nous assurer en fait que l'agriculture en fait réduise en fait certains de nos problèmes environnementaux. Donc, c'est peut-être voilà comment je répondrai à cette question. Et donc, je pense par rapport à l'investissement, en fait, et la confiance. Et donc, je pense que c'était pour toi aussi, Léa. Donc, est-ce qu'il y aura un exemple, en fait, d'un investissement qui construirait de la confiance? Donc, un des efforts collaborateurs auxquels a participé l'OCDE, donc, fait le système d'information sur les marchés agriculturaux. Donc, c'est un groupe d'organisations internationales qui se réunissent pour s'assurer que nous avons plus de transparence sur les marchés agriculturaux, notamment par rapport aux actions, au prix des actions et par rapport aux projections en termes de production agriculturale. Donc, ça ne semble être un investissement important, mais c'est un investissement en temps qui est important parce que ce que nous faisons, c'est que nous synthétisons beaucoup d'informations et nous nous assurons de rendre cette information disponible de manière harmonisée. Nous le faisons de manière routinière. Et donc, c'est ce genre d'effort donc, nous sommes, parce que investir vraiment
la transparence, c'est un exemple. Donc, plus nous sommes transparents par rapport à ce qui se passe sur les marchés agriculturaux, plus nous pouvons avoir de confiance qui se développe par rapport au fait que le système commercial, en fait, va pouvoir absorber les chocs qui se produisent. Et donc, pendant la COVID, il y a eu tellement de perturbations. Ce groupe s'est réuni et les mécanismes et les relations existaient déjà auparavant afin de recueillir l'information rapidement et de réduire en fait la panique par rapport à ce qui allait se passer, notamment par rapport à la nourriture. Merci. Je pense que la prochaine question, Léane va commencer à répondre, mais je pense que tout le monde après peut se joindre à la réponse. Là, je pense qu'il y a en fait une question par rapport à la protéine animalière, par rapport à la sécurité alimentaire et l'environnement. Méliane, est-ce que tu pourrais expliquer ce que représenterait en fait l'augmentation de 31 en productivité animale? Et après, j'aimerais que tout le monde, et je pense que la prochaine personne à parler, c'est peut-être Mourad, parce que je m'entends de la perspective en fait du consommateur et certaines tensions. Donc, Liane, si tu pouvais commencer la réponse. Dans notre modélisation, nous avons modélisé en fait des augmentations de productivité différemment pour la production en fait de produits animaliers. Donc, euh, donc les animaux de cheptel, donc et des différentes en fait viandes. Et donc, alors que pour les produits laitiers, en fait, la modélisation est différente, donc c'est une approche un peu différente. Donc, et c'est un peu différent de la modélisation en fait pour les récoltes. Donc, la productivité en fait des récoltes est beaucoup plus élevée en fait que dans le secteur animalier en fait. Dans cette augmentation de 31 que nous avons projeté, c'est vraiment, donc c'est beaucoup plus que le triple. Donc, j'avais dit en fait que le 24 en fait d'augmentation en fait de productivité pour la récolte, c'est 3 fois plus que ce que nous avons fait en fait au cours des dernières années. Pour les animaux, les 31 c'est beaucoup plus que nous pouvons me faire les contacts parce que la productivité en fait que nous avons pour les dernières années vraiment est très réduite et même décline dans certaines régions. Et donc, Mourad, en tant qu'investisseur et en tant que consommateur, nous entendons parler beaucoup de protéines dérivées en fait des plantes ou de protéines animalières. Donc, mais comment tu penses en fait au rôle des deux types de protéines en fait et leur lien avec la sécurité alimentaire? Donc, Sherry, en fait, la première chose en fait que laquelle les gens pensent quand nous parlons en fait des protéines animales ou dérivées des plantes, les gens pensent en alternative, mais je pense qu'en fait, ce n'est pas un choix entre les deux. Je pense que la globale demande en fait pour les protéines animalières va continuer à se maintenir, va être très fort. La seule chose que nous sommes en train de promouvoir, c'est que les protéines dérivées des plantes est une des solutions qui vont nous aider à développer la capacité pour avoir un approvisionnement en fait alimentaire qui nous permette de répondre à nos besoins en protéines, mais aussi pour s'attaquer à certains problèmes environnementaux dont Léane a parlé. Donc, un des plus grands problèmes que nous avons avec les plantes, c'est protéines dérivées des plantes. Et c'est une des questions en fait, c'était aussi la question du coût. Le défi par rapport au coût, c'est vraiment en fait de passer l'industrie à plus grande échelle. L'industrie s'est développée, s'est concentrée en fait et donc sur le donc ce qui se passe en fait, c'est que c'est pas vraiment notre objectif ici, quand nous parlons ici, c'est pas juste de créer plus d'alternatives pour le consommateur en Amérique du Nord. Donc, nous, ce dont nous sommes en train de parler, c'est vraiment, nous sommes en train d'avoir un processus qui a un fractionnement assez qui nous permet en fait de développer des concentrés. Nous ne sommes pas en train, en fait, de transformer des produits qui sont très chers et donc où ça prend 20 ingrédients pour faire un hamburger. C'est pas ça dont on est en train de parler. Nous sommes en train de parler de protéines en fait dérivées des plantes qui deviennent en fait, qui peuvent être consommées directement comme en Asie, au Moyen-Orient, au nord de l'Afrique où il y a des besoins en protéines. Donc, c'est pas la même chose. Donc, c'est pas la transformation agroalimentaire sur le fractionnement. Et je pense que c'est une solution en fait à l'échelle de la société et je pense que l'acceptabilité de ces produits est en train d'augmenter. Certains des secteurs actuels et des gains en fait, comme Léane l'a mentionné, ce qui est vraiment requis pour avoir
la production, en fait, vraiment n'est pas, en fait, réaliste en termes de production, même avec l'innovation. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas essayer ou faire de notre mieux, mais il faut être réaliste. Nous aurons besoin, en fait, d'innovation, en fait, dans d'autres domaines. Et donc, l'agriculture, c'est pour nous un domaine où il peut y avoir d'innovation. Donc, la consommation, en fait, de tilapia, du saumon et des crevettes, mais il faut aussi trouver, en fait, d'autres sources de protéines alimentaires. Donc, pour l'instant, il n'y a pas assez, en fait, de poissons. Donc, pour l'alternative, en fait, c'est le soja, en fait, en Amérique du Sud, mais où il y a un gros problème parce que c'est lié, en fait, des pratiques de déforestation. Donc, nous pensons que les protéines animales, en fait, vont être, en fait, les protéines, en fait, dérivées des plantes vont être une grande opportunité. Nous allons passer, en fait, à des concentrés, en fait, de protéines qui sont dérivées, en fait, du canola. Et donc, et cela nous permettra de placer, en fait, une production agricole plus durable pour répondre, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que nous n'avons pas essayé d'opposer, en fait, les deux types de protéines. Donc, on va avoir toute une session, en fait, sur l'avenir, en fait, des protéines animales ou dérivées, en fait, des plantes. Nous avons encore 5 minutes, en fait, des questions, mais donc, je vais répondre, en fait, à certaines questions, en fait, qui ont été traduites ici. Je suis désolée, j'aimerais parler français, comme ça, ils n'auraient pas besoin de les traduire, mais c'est comme ça. Donc, la question, c'est, donc, les gouvernements provinciaux au Canada, comme le Québec, ont encouragé l'agriculture locale pour répondre en fait aux problèmes dans la chaîne d'approvisionnement internationale qui sont liés à la pandémie. Est-ce que cette approche est contradictoire ou complémentaire en fait à ce besoin en fait de sécurité alimentaire internationale? Nous pouvons aussi répondre de cela de la perspective américaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à ces questions de la perspective canadienne? Donc, je pense que les systèmes, en fait, alimentaires locaux jouent un rôle très important, en fait, dans la sécurité alimentaire locale. Nous savons ici que nos banques alimentaires, en fait, ont reçu plus de clients, en fait, plus que cela ne s'est jamais produit au Canada. Donc, nous avons un problème ici au Canada dans différentes couches socio-économiques, en fait, dans l'écosystème canadien. Donc, l'économie locale est très importante et donc ce n'est pas contradictoire. Donc, ce que nous essayons de dire, c'est que les gains que nous allons voir en agriculture, donc, quand nous allons pouvoir produire 10 à 20 millions de production supplémentaire, cela doit toucher tous les marchés dans le monde et nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin d'un plan. Et donc, ce manque en fait de terres arables et d'eau, c'est vraiment le plus gros défi dans le monde. Et donc, et le fait que certains pays en fait n'ont pas de capacité d'entreposage ou de la technologie en fait pour préserver en fait la production et de l'amener en fait sur le marché de la consommation. Et nous avons aussi un gros problème en fait de déchets alimentaires. Donc, c'est pas juste l'agriculture, tout le système. Nous devons vraiment nous responsabiliser parce que il y a ces opportunités dont nous parlons, c'est vraiment un défi. C'est ça qui m'empêche de bien dormir la nuit parce que je pense à cela. Nous devons reconnaître que quand un enfant a faim, il pleure. Quand un homme a 90 ans, quand un homme de 90 ans, en fait, a faim, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il fait une démonstration. Donc, et la sécurité alimentaire, en fait, est liée, en fait, à l'instabilité politique dans le monde. Donc, c'est vraiment notre appel à l'action, en fait, pour les participants à l'agroalimentaire dans le monde. Donc, là, je vais partager la prochaine question traduite avec vous. Donc, ça veut dire qu'est-ce que l'expertise logistique canadienne américaine peut faire pour que en fait les 20 millions en fait de céréales ukrainiennes soient partagées en fait dans le marché dans le monde. Et donc, est-ce que tu peux répondre à ça? Donc, je suis en fait impliquée dans ce projet à peu près tous les jours. Et donc, nous n'avons pas l'impression qu'il n'y a pas vraiment un chemin très clair. Et donc, nous essayons ce qui va voir ce qui va se passer avec des ports comme Odessa. Donc, il y a des professionnels en fait de logistique en fait qui ont en fait produit un papier conceptuel et donc qui sont en train en fait de sortir en fait les céréales ukrainiennes du territoire. Il y a plusieurs obstacles auxquels nous sommes confrontés. Donc, par exemple, nous avons nous avons fait des camions en fait qui contiennent des céréales en fait qui sont ralentis sur 35 000 et qui n'arrivent pas en fait à se rendre en fait dans les pays pour les amener ça sur les bateaux de le navire marchand. Donc, il y a en fait il y a
En fait, nous avons en fait des silos à grains qui sont complètement forts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Qu'est-ce qui va se passer avec l'orge qui a été planté en fait ce printemps? Ou alors il y en a qui ont planté du maïs, du canola. Donc, c'est un gros défi en fait de faire sortir en fait ces grains en fait du territoire. Nous avons essayé en fait d'engager plus des entreprises privées et donc j'ai travaillé avec un groupe de commerçants de graines de lin. Et donc, eux, je peux vous dire, ils veulent s'engager, mais en même temps, il y a beaucoup de risques, en fait, avec cet engagement. Donc, ils essaient d'obtenir, en fait, euh, des difficultés pour avoir de l'assurance, pour assurer les camions qui veulent sortir d'Odessa. Mais donc, et le plus grand problème, c'est en fait les coûts de transport pour sortir en fait ces grains du pays. Donc, ce que nous devons faire, c'est encourager ces compagnies en fait qui viennent de nos pays, qui jouent un rôle en fait dans l'Europe de l'Est, qui ont accès à des ressources en fait comme le chemin ferroviaire, les barges, toute l'infrastructure dans d'autres pays. Nous voulons les engager dans cette conversation. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous connecter avec les personnes en fait qui sont en train de faire ce travail. Merci. Et je ne sais pas si j'ai un problème pour faire des CPA, en fait, pour faire ça, mais j'aimerais en finir avec une ronde éclair de questions. Donc, je peux vous me dire si vous êtes un peu optimiste ou pessimiste par rapport à la sécurité alimentaire et en une phrase dire pourquoi. Moi, je suis optimiste parce que je pense que, et pourquoi je suis optimiste, c'est parce que je crois que vraiment le monde a vraiment a mis toute son attention sur ces problèmes. Et quand le monde se concentre sur des problèmes, en général, on trouve une solution. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, d'efforts et de ressources. C'est un gros problème, mais je suis optimiste. Merci beaucoup, Rick. Donc, Mourad, optimiste, pessimiste, pourquoi? Donc, optimiste et puis gérer une étape à la fois. Parfait. Liane, optimiste. Je crois que ce genre de dialogue et la manière dont les gens en fait se rassemblent pour résoudre ces problèmes et identifier vraiment des actions concrètes, c'est ce qui va nous aider à nous rendre à la prochaine étape. Merci beaucoup. Et en fait, Cape Town, je suis une optimiste. Il y a demande et nous venons d'une industrie où les gens qui sont là, ce sont des gens qui agissent, c'est des gens qui se rassemblent et qui font des choses. Nous ne nous rassemblons pas juste pour parler, nous sommes là pour prendre des actions. Donc, je suis optimiste par rapport à la demande et grâce à des conversations, parce que les gens sont en train d'identifier des solutions et qui vont retourner chez eux et qui vont essayer de mettre en place des actions. Donc, merci. Moi aussi, je suis optimiste, mais donc, je voudrais avoir vraiment un groupe de travail pour vraiment commencer à travailler sur certaines problématiques et mettre en place des actions. Donc, j'espère que nous allons avoir une session de suivi. Donc, cela étant dit, merci à tous nos panélistes et merci au public pour leurs grandes questions. Donc, c'est très apprécié. Et maintenant, cela étant dit, je vais repasser la parole à Taylor. Merci, Sherry. Pas de problème, en fait, avec cette série de questions éclairs. Donc, je vais proposer mes pensées. Donc, moi, je suis un optimiste parce que je pense que beaucoup de ces problématiques par rapport à la productivité et augmentation de la productivité, donc, sont des questions, en fait, qui se retrouvent dans le milieu agricole depuis pas mal de temps. Donc, nous parlons de plus d'investissements régulatoires, de meilleurs d'investissements en infrastructure et nous espérons que nous sommes maintenant dans une situation où il y a plus de personnes qui reconnaissent le besoin et que le gouvernement et le secteur privé collaborent pour trouver des solutions. Et donc, je pense que c'est une grande opportunité, en fait, pour le monde d'avoir de meilleurs résultats. J'espérons que nous allons atteindre, en fait, les chiffres des hausses de productivité identifiées par le CDE. Donc, merci, Sherry. Merci à tous les panélistes pour. Donc, ça a vraiment été une conversation qui était incroyable, même si le sujet était un peu effrayant, même malgré ce qui est en jeu. Nous avons apprécié le dialogue. Donc, nous avons vraiment hâte, nous, à vous voir dans l'avenir. Donc, nous avons plusieurs webinaires, en fait, qui sont à venir ce mois-ci. Donc, l'ICPA va se rejoindre ce jeudi 14 juillet pour un webinaire explorant les défis et les opportunités auxquels font face les entrepreneurs. Et aussi, nous allons discuter des recommandations politiques pour soutenir la transformation alimentaire à petite échelle au Canada. Vous pouvez également vous joindre à Farm Foundation le mardi 19 juillet prochain pour un forum agricole portant sur la demande croissante des consommateurs en matière de rapport sur l'impact environnemental. Les liens pour s'inscrire ont été partagés dans la boîte de clavardage. Nous avons hâte de vous voir à cet événement, comme toujours. Où, tous les participants recevront un lien vers l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à le prendre et de le partager pour promouvoir le dialogue avec toutes les personnes qui sont impliquées. Donc, merci beaucoup. Et donc, je vous souhaite à tous une excellente journée.